26 octobre 1958. Aéroport d'Idlewild, New York. Des centaines de personnes se pressent sur le tarmac, habillées comme pour un gala, parce que pour eux, c'en est un. Dans quelques minutes, un avion va décoller pour Paris. Pas en hélice, pas en 2 jours de traversée en bateau, en 8 heures, à 900 km à l'heure. Ce soir-là, le monde change de taille. Cet avion s'appelle le Boeing 707, et voici son histoire. Pour comprendre ce que le 707 a changé, il faut d'abord imaginer le monde tel qu'il était avant lui. Nous sommes au début des années 1950. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. L'Amérique est en plein boom économique. Les gens voyagent. Mais voyager, ça prend du temps. Pour aller de New York à Paris, 5 jours en paquebot, 5 jours. Et l'avion dans tout ça? Il existe bien sûr, mais c'est l'ère des hélices, des avions bruyants, lents, inconfortables. Un vol transatlantique, 16 heures minimum, avec des escales et des turbulences à vous retourner l'estomac. Le voyage aérien est alors réservé à une élite, les hommes d'affaires, les diplomates, les stars de cinéma. Pour monsieur et madame tout le monde, l'avion est encore une curiosité, pas un moyen de transport. Et puis, il y a les Anglais. En 1952, la Grande-Bretagne frappe un grand coup. Elle met en service le De Havilland Comet, le premier avion de ligne à réaction du monde. Rapide, moderne, révolutionnaire. Sauf que le Comet a un problème fatal. En 1954, 2 appareils se désintègrent en plein vol. Les enquêteurs découvriront que les hublots carrés créent des concentrations de fatigue dans le métal. L'avion se fissure et tombe. Le programme Comet est cloué au sol. La voie est libre, et Boeing le sait. Seattle, Washington, 1952. Les dirigeants de Boeing se réunissent. La question sur la table est simple. Faut-il construire un avion à réaction commerciale? La réponse, elle, est tout sauf simple, parce que personne ne veut de cet avion. Les compagnies aériennes, méfiantes. Le Comet vient de tuer des gens. Les passagers, pas rassurés. Ils préfèrent encore leur vieux Douglas DC-6. Et les banques, elles, ne veulent pas financer ça. Boeing décide de se lancer quand même, avec son propre argent. 16 millions de dollars, une somme colossale pour l'époque. Si ça rate, Boeing disparaît. Le projet reçoit le nom de code Boeing 367-80. Les ingénieurs l'appellent le Dash 80. L'idée? Construire un avion qui servirait à 2 choses à la fois. D'un côté, un avion de ligne pour les passagers. De l'autre, un ravitailleur militaire pour l'US Air Force. 2 marchés, 2 chances de survivre. Les ingénieurs travaillent d'arrache-pied. L'aile est en flèche, comme sur un chasseur à réaction. 4 moteurs à réaction Pratt & Whitney. Un fuselage tout métal entièrement pressurisé. Et le 14 mai 1954, le Dash 80 sort de l'usine. Il est là, énorme, brillant, menaçant, beau. Le 15 juillet 1954, jour du 38e anniversaire de Boeing, le Dash 80 prend son envol pour la première fois. Il vole bien. Mais la vraie histoire, elle commence quelques semaines plus tard. 6 août 1955, le lac Washington, près de Seattle. Boeing organise une démonstration publique du Dash 80 devant des acheteurs potentiels, des directeurs de compagnies aériennes, des investisseurs, des journalistes et surtout William Allen, le président de Boeing lui-même. Le plan est simple, un survol élégant au-dessus du lac, propre, professionnel, rassurant. Aux commandes, Alvin Tex Johnston, pilote d'essai de légende, texan jusqu'au bout des bottes, un homme qui a appris à voler avant même d'avoir son permis de conduire. Tex survole le lac une première fois, impeccable. La foule applaudit. Et là, Tex tire sur le manche. Et le Dash 80, un proto d'avion de ligne de 60 tonnes, fait un tonneau, complet, au-dessus du lac Washington. La foule retient son souffle. Tex fait un deuxième passage et refait un tonneau, à bord d'un avion censé transporter des passagers en costume-cravate.
Dans les tribunes, William Allen, le président de Boeing, est blanc comme un linge. Il se tourne vers un de ses invités et lui demande s'il peut lui emprunter ses pilules pour le cœur. Le lendemain, il convoque Tex Johnston dans son bureau. « Tex, qu'est-ce que vous avez fait ?» Tex répond, imperturbable, « Je vendais votre avion, monsieur Allen. » Et il avait raison. Le lendemain, les journaux du monde entier parlaient du Dash 80. Les commandes commençaient à affluer. Le 13 octobre 1955, la Pan Am, la plus grande compagnie aérienne du monde, passe commande de 20 Boeing 707. Le pari est gagné. Les ingénieurs retournent au travail pour transformer le Dash 80 en vrai avion de ligne. Le fuselage est élargi, les sièges ajoutés, le confort amélioré. Le 20 décembre 1957, le vrai Boeing 707 de série effectue son premier vol. Et le 26 octobre 1958, la Pan Am l'inaugure sur la ligne New York-Paris. 8h41, une escale à Gander, au Canada, pour refaire le plein. Et l'Atlantique est traversé. Le monde vient de rétrécir. Ce que le Boeing 707 a changé, c'est difficile à mesurer, parce que c'est tout. Avant le 707, voyager en avion était un luxe. Après le 707, c'est une industrie de masse. En quelques années, Air France, British Airways, Lufthansa, Alitalia, toutes les grandes compagnies passent commande. Le 707 vole sous les couleurs de dizaines de pays, du Brésil à l'Inde, du Maroc à l'Australie. Pour la première fois dans l'histoire humaine, un étudiant de classe moyenne peut envisager de passer un été en Europe. Un homme d'affaires peut faire Paris-New York dans la journée et rentrer le soir. Une famille peut rendre visite à des cousins à l'autre bout du monde. Le tourisme de masse naît dans les années 60. Le 707 en est le moteur. Côté militaire, le 707 est tout aussi révolutionnaire. Sa version militaire, le KC-135 Stratotanker, devient le ravitailleur en vol de l'US Air Force. Il permettra à des milliers de missions de durer plus longtemps, de voler plus loin. Pendant la guerre froide, il est au cœur de la dissuasion nucléaire américaine. Et puis, il y a une anecdote que peu de gens connaissent. Pendant des années, l'Air Force One, l'avion présidentiel américain, était un Boeing 707. Kennedy, Johnson, Nixon, ils ont tous traversé le monde à bord d'un 707. C'est dans un 707 que Lyndon Johnson a prêté serment après l'assassinat de Kennedy. C'est dans un 707 que le corps de Kennedy a été rapatrié à Washington. La production du 707 durera jusqu'en 1991, 1012 exemplaires construits, en 33 ans, une longévité exceptionnelle pour un avion de ligne. Et son héritage, il est partout. Le 707 a posé les bases de tous les avions de ligne modernes. La configuration des moteurs sous les ailes, la cabine pressurisée standard, le fuselage à 6 sièges de front en classe économique. Vous le retrouvez dans le 727, le 737, le 757, dans l'Airbus A320. Chaque fois que vous montez dans un avion de ligne aujourd'hui, vous voyagez dans l'ombre du 707. Le Boeing 707 ne vole presque plus aujourd'hui. Trop vieux, trop bruyant, trop gourmand en carburant. Quelques exemplaires militaires ici et là, quelques collectionneurs. John Travolta possède d'ailleurs un 707 aux couleurs de Qantas, qu'il pilote lui-même. Mais ce qui reste du 707, ce n'est pas une machine, c'est une idée. L'idée qu'un homme assis dans son bureau à Seattle peut décider de changer le monde, que 18 millions de dollars et quelques ingénieurs passionnés peuvent rétrécir la planète, que l'audace de Tex Johnston au-dessus d'un lac peut sauver une entreprise. Le 707 a inventé la manière dont l'humanité se déplace. Il a transformé le voyage en quelque chose d'accessible. Il a rapproché des cultures qui ne se seraient jamais rencontrées. Et quelque part, chaque fois qu'un avion décolle et traverse un océan, c'est encore un peu le Boeing 707 qui vole. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire du 707 vous a passionné, abonnez-vous à la chaîne. La prochaine vidéo parlera d'un autre avion légendaire. Et dites-moi en commentaire, quel avion vous voulez voir dans la série?